Bonsoir. Le monde d'après-Covid, vous vous souvenez, c'était il y a un an, beaucoup imaginaient changer de société. En fait, le gouvernement est toujours en train de gérer la crise au fil des jours. Aujourd'hui, le nombre de personnes en réanimation dépasse même le niveau de la deuxième vague. La reprise d'une vie normale va dépendre probablement de la vaccination, mais les vaccins tardent à arriver. Et dans ce contexte, le gouvernement va-t-il pouvoir relancer les réformes qui sont au point mort et qui devaient être les marqueurs du quinquennat Macron? Je pense notamment à l'assurance chômage et aux retraites. Pour l'instant, en tout cas, il y a d'autres priorités, en particulier relancer l'économie. On va parler de tout ça ce soir avec notre invitée Amélie de Montchalin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre de la fonction et de la transformation publique, UES à la fin. Merci d'être invitée de Audition publique sur LCP Public Sénat avec Le Figaro. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. D'abord, une question qui est dans toutes les têtes. Les écoles vont-elles fermer? Quelle est la tendance du côté du gouvernement? Quelles informations vous avez? Alors, moi, je veux dire, on n'est pas là, vous voyez, dans une série télévisée, on n'est pas là dans le suspense, on est face à une situation qui est très grave, il y a des vies en jeu. Et notre méthode, depuis le départ, c'est d'être transparent sur la situation et d'être transparent sur les décisions. Transparent sur la situation, tous les jours, nous rendons public l'ensemble des informations dont nous disposons, que ce soit sur la capacité hospitalière, sur les tests, sur la situation dans laquelle se trouve le pays. Transparent sur les décisions, nous sommes aussi chaque semaine. Chaque semaine, nous avons Conseil de défense, Conseil des ministres, un certain nombre de décisions qui sont prises, et chaque semaine, nous nous adaptons. Il y a un mot, je crois, qui ressortait fortement dans les déclarations du président ce week-end sur le fait qu'il assume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous savons que nous sommes en responsabilité, que nous avons à nous adapter en permanence, à faire des choix pour trouver la ligne de crête. Comment protéger, évidemment, la santé des Français, comment protéger nos services hospitaliers, comment protéger aussi notre économie, notre vie culturelle. Je vais vous reposer la question différemment. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer des mesures décisives cette semaine? Est-ce qu'on est dans une semaine décisive? On est chaque semaine dans une semaine décisive. Chaque semaine, nous avons à faire des choix en responsabilité. Nous avons aussi à nous adapter. Vous savez, il y a quelques jours, Mme Merkel a dit, elle a proposé, après qu'il y ait eu un très long confinement, puis un début de déconfinement, que le week-end de Pâques soit très fortement contrôlé en Allemagne. Elle est revenue sur cette décision en disant, voilà, j'ai annoncé quelque chose sur lequel je vais revenir. J'ajouterais même, elle s'est excusée. Parce que Emmanuel Macron dit pas de mea culpa à lui. Il y a quand même une différence entre les deux, non? Dans cette gestion de crise, je peux vous dire, moi, je vois un gouvernement qui, quand les choses ne partent pas droit, je pense à cette histoire d'attestation, 4 heures après, il n'y a plus d'attestation. Juste une chose, Angela Merkel, elle s'est excusée. C'est bien qu'une dirigeante s'excuse comme ça. Mais c'est très bien que nous soyons lucides et surtout extrêmement transparents avec les Français sur nos responsabilités. Moi, je fais partie d'un gouvernement qui, effectivement, assume que nous prenons la décision, que nous ne rejetons pas la faute sur d'autres, notamment, comme parfois c'est le cas sur les hauts fonctionnaires, sur l'administration. Nous prenons une décision. Si la mise en œuvre de nos décisions ne se passe pas comme nous l'attendons, nous nous adaptons très vite. Si un certain nombre de choix se révèlent après quelques jours, quelques semaines, plus adaptés à la situation telle qu'elle se présente, nous nous adaptons très vite. Mais pas d'excuses devant les Français, il n'y a pas de raison. Moi, vous savez, à vos yeux, il n'y a pas de raison d'excuses devant les Français. C'est que nous ayons d'abord beaucoup d'humilité. Cette crise... Humilité plutôt qu'excuse. Mais cette crise est inédite. Il n'y a pas un plan caché de gestion du Covid dans un tiroir qu'on aurait oublié d'ouvrir. C'est aussi beaucoup de responsabilité. Nous parlons d'enjeux extrêmement graves. Nous parlons de la vie de millions de Français, de milliers de Français. Et nous parlons aussi de la santé économique de notre pays, qui est un véritable enjeu. Alors, on va parler aussi... Ensuite, enfin, la proportionnalité. Nous avons à chaque moment à prendre les décisions qui s'imposent en cherchant tout le temps l'équilibre. On va parler aussi de ce que vous gérez, notamment la fonction publique, puisque c'est votre portefeuille. Et ce soir, sur le plateau avec moi, Brigitte Boucher de LCP. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Francis. Bonsoir Amélie de Public Sénat. Bonsoir Tam. Bonsoir Francis. Bonsoir Amélie de Montchalin. Effectivement, vous êtes ministre de la fonction publique. L'État appelle beaucoup aujourd'hui à faire plus de télétravail. Quelle est la proportion de télétravail aujourd'hui dans la fonction publique? Est-ce que ça a progressé depuis le premier confinement? Alors, ça a énormément progressé depuis le premier confinement. Je vous rappelle que pendant le premier confinement, 30% des agents publics de l'État étaient au chômage technique, au chômage partiel. Et donc, nous avions d'ailleurs des guichets de services publics qui étaient fermés. Moi, je suis arrivée dans ce ministère au mois de juillet. La décision que j'ai prise, très fortement, c'était de nous assurer que, quoi qu'il arrive, nous puissions maintenir des services publics de qualité, ouverts, adaptés, aussi à ces contraintes qui pèsent sur la vie des Français et ce que nous devons donc accompagner. Alors vous vous y engagez pour la suite, pour aujourd'hui. Je m'y engage très fortement, je tiens à le dire d'ailleurs à tous les Français. Quoi qu'il arrive, les services publics seront maintenus. Nous laisserons les guichets ouverts. Parfois, ils sont ouverts avec des alternatives par téléphone. Vous l'avez vu aujourd'hui encore à Créteil, le président de la République montre que nous adaptons aussi notre service public. Nous appelons les publics les plus fragiles, que ce soit bien sûr pour la vaccination,
Autre exemple, les caisses d'allocation familiale appellent directement les familles les plus isolées. L'assurance vieillesse appelle les retraités les plus isolés. Vous n'avez pas donné de chiffres. Combien de fonctionnaires? Dans le temps, vous avez appelé au télétravail. Oui. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Nous avons donc beaucoup progressé, puisque nous avions 40% des agents de l'État, hors enseignants et forces de l'ordre, qui par définition n'ont pas des métiers télétravaillables, qui télétravaillaient au mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 56%, 57% la semaine dernière, de personnes qui ont télétravaillé dans l'État. C'est combien de jours par semaine? Parce que on est aujourd'hui dans les administrations centrales, donc les ministères parisiens, à plus de 75% de télétravail, la moitié se faisant sur 4 ou 5 jours. De télétravail. De télétravail. Dans les services dits déconcentrés, donc dans les préfectures, les sous-préfectures, on est autour de 45% de télétravail. Et là, on est plutôt à un tiers du télétravail qui se fait sur 4 ou 5 jours. Est-ce que vous allez pouvoir vous aligner sur ce que vous demandez au privé aujourd'hui quand on est totalement aligné. Et il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit entre le public et le privé. C'est 2 jours sur 5 dans les entreprises qu'on demande. On demande 4 jours, voire 5 jours à toutes les personnes. Certaines personnes demandent à revenir un jour par semaine, et c'est normal parce qu'on a des personnes qui se sont parfois isolées. Mon enjeu, c'est que les territoires, notamment des 19 territoires qui sont en mesure renforcée, soient accompagnés pour que service par service, bureau par bureau, administration par administration, on augmente le nombre de personnes qui télétravaillent et aussi qu'on augmente le nombre de jours. Ma méthode, c'est là aussi beaucoup de transparence, énormément de pilotage ciblé, un dialogue social renforcé. Je vois les syndicats tous les 15 jours, ils me font des remontées précises. Et depuis le mois de janvier, cette méthode fonctionne. Est-ce que, entre parenthèses, est-ce que le nombre de cas de Covid augmente chez les fonctionnaires, comme partout ailleurs, ou plus? Alors, aujourd'hui, pour des raisons de secret médical, je n'ai pas accès, vous voyez, à un listing de fonctionnaires qui sont positifs. En revanche, je suis le nombre d'agents qui sont en incapacité de travailler parce que notamment ils seraient vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes à 0,5% d'agents qui sont, comme on dit, en autorisation spéciale d'absence. C'était 30% pendant le premier confinement. Ce que je veux vous dire là, c'est que nous avons beaucoup appris, nous sommes beaucoup adaptés, et aujourd'hui, je peux, parce que je fais un pilotage personnel avec l'ensemble des grands directeurs de tous les services publics, assurer que nous maintiendrons les services publics ouverts, parce que nous ne pouvons pas demander aux Français, avec une circonstance aussi difficile, de ne pas avoir à leur côté un service public qui fonctionne. Il fonctionne de manière différente, mais il est toujours là, il y a toujours quelqu'un pour répondre. On parlait à l'instant de la vaccination. Emmanuel Macron veut accélérer sur la vaccination. Est-ce que vous avez identifié des publics prioritaires dans la fonction publique? Premier objectif déjà, c'est de vacciner toutes les personnes qui sont les plus à risque de développer des formes graves, d'aller malheureusement en réanimation. Et je vous rappelle qu'aller en réanimation, ça veut dire dans beaucoup trop de cas, soit décéder, soit avoir des séquelles très longues. Notre premier objectif, ce sont les personnes les plus âgées et les personnes qui ont des facteurs de risque, comme on dit, de comorbidité. Dans ces personnes qui ont des comorbidités, vous avez des agents publics qui ont du diabète, qui ont de l'hypertension. Donc déjà, ces agents publics-là, c'est sur la condition médicale que nous les vaccinons en priorité. C'est à peu près 15 millions de personnes, ce premier cercle, qui est déjà une priorité. Vous savez qu'on a fixé 10 millions de vaccinés mi-avril, 20 millions ensuite mi-mai. Effectivement, il y a ensuite des personnes qui, sur leur pratiques professionnelles, peuvent être exposées de manière plus directe au virus. Et nous avons annoncé avec le président de la République qu'à partir du moment où ceux qui étaient les plus à risque de développer des formes graves, d'autres professions, je tiens à dire, c'est l'ensemble, parce que parfois on en parlait des enseignants, d'autres m'ont demandé des personnels des écoles, évidemment. Quand on en arrivera là, on travaillera sur l'ensemble des Alors justement, métiers. Les enseignants, ce sera à partir de la mi-avril, fin avril. Est-ce qu'il y a d'autres publics prioritaires dans les écoles que vous avez identifiées? En clair, si les professeurs sont concernés, est-ce qu'il y a aussi les ATSEM? Est-ce qu'il y a aussi toutes les personnes de la cantine, de l'administration? Évidemment. Toutes les personnes des écoles sont concernées à partir de mi-avril? C'est un combat de santé publique, ce n'est pas un combat de statut. Et j'insiste là-dessus. Notre enjeu, vous le voyez bien. Donc c'est tout le personnel des écoles? Nous ferons les choses en fonction de l'arrivée des doses, en fonction de ce qui nous est recommandé si les autorités sanitaires nous montrent bien que c'est autour des enfants qu'on a aujourd'hui, à ce moment-là, les plus grands risques de développer notamment des cas. Évidemment, moi je peux vous dire en tant que ministre de la fonction publique, il est évident que l'enjeu ce sont les lieux de travail, ce sont les pratiques professionnelles, ce n'est pas la nature de votre contrat, ni le nom de votre employeur. Donc en clair, si les instituteurs dans une école, dans une classe sont vaccinés, tous les personnels autour le seront aussi. Tous les personnels qui sont en contact avec les enfants de la même manière. Et à partir de la mi-avril, de la même manière. Je n'ai pas aujourd'hui, vous voyez, la date. Parce qu'on fait les choses par étapes. Ça revient à ce que notre philosophie sur cette crise. Nous gérons les choses avec beaucoup de transparence. D'abord, on vaccine tous ceux qui sont les plus à risque de développer une forme grave. Je pense que les Français comprennent très bien que c'est beaucoup plus efficace de s'assurer d'abord que les gens soient moins exposés à des formes graves et donc à de la réanimation et donc à des risques de décès, et qu'ensuite nous vaccinerons ceux qui sont les plus exposés avec un calendrier qui sera défini à partir de là. Mais moi, ce qui est important,
c'est qu'on parte des risques et pas du statut des gens, parce que sinon, on crée des inégalités et des choses... Et c'est le lieu de travail qui compte, vous l'avez dit. L'administration a beaucoup été pointée du doigt dans la gestion de cette crise, notamment les ARS, les agences régionales de santé, qui n'ont pas su coordonner les opérations, les tests, etc. etc. Est-ce que, finalement, ce n'est pas toute l'administration qui n'a pas été à la hauteur de cette situation ? Moi, je voudrais vous dire, évidemment, il y a des leçons à tirer. Et d'ailleurs, on les tire chaque jour. Et quand il faut s'adapter, on s'adapte chaque jour. Mais je ne peux pas laisser dire que notre pays n'aurait pas tenu, que les hommes et les femmes ne seraient pas organisés. Aujourd'hui, on est un des pays qui teste le plus en Europe. On fait près de 2 millions à 3 millions de tests par semaine. Mais alors, qu'est-ce que ce procès qui est fait à l'administration, vous reconnaissez qu'il y a du vrai ou pas ? Ce que je reconnais, c'est qu'il n'y avait pas un plan caché, on n'est pas infaillible, et nous sommes tout à fait, à chaque instant, dans la recherche de la plus grande efficacité, du plus grand équilibre. À la fin, ce sont les politiques qui sont responsables. C'est nous qui prenons les décisions, c'est nous qui devons corriger le tir quand c'est nécessaire. Et vous ne me verrez jamais, contrairement par exemple à certains, je pense à Arnaud Montebourg, qui explique à tous les Français que si l'administration l'avait écouté, il aurait réussi. C'est ça qui alimente aussi la défiance des Français. C'est vous qui avez le pouvoir sur l'administration. Ceux qui se présentent en responsabilité française sont les politiques. Bien. Et donc, il y a des leçons à tirer, évidemment. Il y aura des leçons de structure à tirer. Les agences régionales de santé, elles sont menacées ? Non, mais aujourd'hui, avec le Premier ministre, vous voyez, on a pris des décisions très fortes. Non, mais l'agence régionale de santé... 500 hauts fonctionnaires qui sont aujourd'hui dans les ministères centraux, hauts fonctionnaires, des fonctionnaires, qui sont aujourd'hui dans les administrations centrales, vont être redéployés en 2021 dans les préfectures, dans les sous-préfectures, en proximité des élus, des entreprises, des citoyens. On va y revenir. Vous voyez, moi, je ne suis pas là pour mettre la tête de quiconque sur une pique, de vous dire, voilà, dans cette crise... Non, mais est-ce que les agences régionales de santé, elles ont encore un avenir ? Bien sûr qu'elles ont un avenir. Bon. Parce que s'occuper dans une région de la santé publique, c'est évidemment une priorité. Ensuite, on peut parler de la gouvernance, on est en train de faire évoluer les choses. On peut parler du... Mais elles ne sont pas menacées dans leur existence. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est trop facile de considérer que quand on a un problème, on met la tête d'une structure ou de quelqu'un sur une pique et on considère que le problème est réglé. Nous, on règle les problèmes. Alors Bien, justement, Brigitte. à l'inverse, on a vu que l'organisation de la vaccination n'avait pas été très efficace. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu laisser ça à la sécurité sociale, tout simplement ? Là aussi, regardons les choses en face. Notre pays a autant vacciné aujourd'hui en proportion de sa population que l'Allemagne, que l'Italie, que l'Espagne. On a vu qu'il y avait un démarrage assez poussif, on avait du mal à obtenir des rendez-vous avec des sites comme Doctolib. La sécurité sociale, elle aurait fait ça mieux peut-être, ça aurait été plus vite. Tout le monde est mobilisé. La sécurité sociale est mobilisée, vous le voyez encore aujourd'hui, le président l'a montré à Créteil, les pompiers, les élus locaux, tous les médecins, toutes les infirmières en formation. L'ensemble du pays est mobilisé autour de cet enjeu qui est un enjeu crucial de sortie de crise. Mais là aussi, ne disons pas, n'alimentons pas les peurs. Aujourd'hui, près de 8 millions de Français ont reçu une première dose. C'est la même proportion dans tous les pays européens. Pourquoi ? Parce que nous recevons, et c'est une bonne nouvelle, les doses à proportion de notre population. Si au début, les choses ont été plus lentes à se mettre en place, nous avons ajusté le tir. Et aujourd'hui, la France n'est pas en retard. Notre enjeu, c'est que les doses arrivent, que nous les produisions, que nous évitions, et on en est très contents, la guerre des doses sur les tarmacs, comme on a pu voir à d'autres moments. Sur les masques. Sur les masques. Aujourd'hui, nous avons évité cela. Et c'est une réussite. On va y revenir tout à l'heure sur les... Mais on voit que pour, par exemple, les plus de 75 ans, c'est la CNAM qui va gérer ça. On aurait pu décider de le faire avant, finalement. Mais alors, moi, je peux vous dire, j'étais dans beaucoup de mairies. Les centres communaux d'action sociale ont appelé, ont accompagné un certain nombre de personnes dans de très grands nombres. Dans les EHPAD, aujourd'hui, vous avez une couverture vaccinale. Oui, mais ça aurait pu être la Caisse nationale d'assurance maladie dès le début. Dès le début, qui s'en serait chargée. Aujourd'hui, on a des doses. On peut donc déployer, parce qu'on a une semaine, on va recevoir plus de 3 millions de doses de vaccins, une stratégie de massification qui n'aurait pas eu grand sens à déployer au moment où nous étions, de toute façon, en flux tendu. Donc, qu'il y ait des étapes, que les choses évoluent, qu'on s'ajuste, c'est le bon sens. Bien, on va parler moi, maintenant... Aujourd'hui, je fais confiance, mais je tiens vraiment à le dire. Ce discours qui consiste à dire « rien n'a marché et tout est la faute de l'administration », d'abord, on s'est beaucoup ajusté. Je pense que les Français voient que nous sommes un pays qui a tenu. Et l'administration a bien fait son travail. Et je tiens à dire que la responsabilité, elle est sur celle des politiques. Nous devons avoir en permanence la vigilance de nous dire, si on corrige le tir, on doit le faire. Bien, on va parler maintenant du plan de relance, parce que ça, c'est aussi un autre aspect qui compte. Je parlais tout à l'heure, en ouvrant l'émission, de l'avenir et le plan de relance qui va notamment déterminer l'avenir. Avec le fait que vous avez donné le coup d'envoi aux sous-préfets à la relance, on se le rappelle l'été dernier, ces sous-préfets qui sont présents dans les départements pour coordonner les aides de l'État liées à la crise, quel est aujourd'hui leur bilan ? Le bilan, c'est que vous avez 24 milliards d'euros, comme l'a annoncé Bruno Le Maire, qui ont déjà été déployés. Donc on a un quart du plan de relance qui a déjà été décaissé. Comment ça s'est fait ? Par un choix très fort, assumé, qui est de dire le plan de relance, ce n'est pas des grands chiffres dans des tableaux Excel, c'est un contact de terrain
avec les patrons de PME, avec les élus locaux, le plus proche de là où sont les projets, pour qu'en face de l'argent, il y ait des projets. Justement, les élus des élus locaux, les sénateurs, critiquent beaucoup ces sous-préfets à la relance. Ils disent qu'ils sont hors sol, ils ne sont pas les facilitateurs qu'on nous avait vendus au départ. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, je leur réponds que j'ai lu les débats. Il y avait aussi d'autres sénateurs qui ont pensé des choses beaucoup plus positives. Mais répondez à cela. Mais il y en a eu beaucoup. Le retour que j'en ai aussi sur le terrain, je peux vous le dire, j'étais encore dans un certain nombre de départements où, vous voyez, en Bourgogne, encore la semaine dernière, à Dijon, eh bien, les PME, les patrons de PME, les élus locaux, ils ont à leur disposition quelqu'un qui, effectivement, n'a pas toutes les clés, vous imaginez bien, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une forme d'organisation directement, mais qui est d'abord à leur contact, qui fait émerger les projets, qui simplifie les choses. Qu'est-ce que vous répondez aux sénateurs qui disent que ce sont des gens qui sont hors sol, qui arrivent comme ça, ils connaissent rien, ils savent rien. C'est l'État qui vient les surveiller, qui a une méfiance vis-à-vis des collectivités. Comment un État il n'y a aucune méfiance avec les collectivités, on est là pour appuyer et accompagner les projets. Mais si vous parlez uniquement aux maires des grandes métropoles, vous savez, ils ont le numéro de téléphone de Bruno Le Maire, ils ont le numéro de téléphone de Jacqueline Gourault. On peut faire des grands contrats, ça signe chez le Premier ministre. Pour ces élus-là, évidemment que les sous-préfets à la relance peuvent être vus comme des choses qui ne sont pas nécessaires dans la vie quotidienne. Quand vous êtes l'élu d'une petite commune, que vous avez un projet, par exemple, j'ai vu, de développement d'une centrale hydrogène, d'une petite intercommunalité rurale, où vous voulez faire un projet de biomasse. Vous n'avez ni le téléphone de Jacqueline Gourault, ni le téléphone de Bruno Le Maire. Ni le vôtre. Ni personne. Oui. Vous êtes quand même très content que dans votre département, vous ayez une personne identifiée qui puisse avec vous monter le projet, le solidifier et le faire financer. Brigitte. Moi, mon enjeu, je vous dis, c'est pas de rentrer dans les débats parisiens de savoir si l'État doit être repensé, refondé, s'il est comme ci ou comme ça. C'est comment, sur le terrain, les élus, les chefs d'entreprise, notamment des patrons de PME, notamment les élus des plus petites communes, ont un État en face d'eux qui est un interlocuteur de confiance, qui a un numéro de téléphone, qui a un visage, qui peut se rendre dans les communes et qui fait ce travail de proximité que l'État, pendant des années, a délaissé et qui crée de la défiance. Brigitte. Donc, moi, je dis aux sénateurs, je suis ravie que ceux et celles qui ont eu ces propos viennent avec moi. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ça se passe comme il le décrit. Alors, vous l'avez dit, sur les 100 milliards, il y a 26 milliards d'euros qui ont été décaissés pour l'instant sur le plan de relance. Est-ce que ça ne peut pas aller plus vite ? Et on a lancé ce plan au mois de septembre. Il est dans les chiffres du budget depuis le 1er janvier. On est aujourd'hui à la fin du mois de mars. On a décaissé un quart d'un plan qui a une durée de 2 ans. Donc d'abord, on n'est pas en retard. Deuxièmement, les projets deviennent concrets. Troisièmement, les chefs d'entreprise retrouvent des perspectives d'investissement, d'innovation, de croissance. Ce sont des dizaines, des centaines de milliers d'emplois qui sont sécurisés. Mais pourquoi on ne peut pas aller plus vite ? Pourquoi on ne peut pas mettre un peu plus ? Parce que soit vous avez une économie dirigiste et l'État décide pour tout le monde ce qu'il doit faire, soit vous faites confiance aux acteurs de terrain, vous leur montrez les priorités, les projets émergent et c'est normal que tout le monde n'ait pas, vous voyez, anticipé ce qu'il allait vouloir faire avec notamment un soutien public. Et ce matin, Bruno Le Maire a dit qu'on pourrait décaisser plus que 100 milliards éventuellement. On est toujours là, dans le quoi qu'il en coûte. On n'en est pas sorti. D'abord, on a toujours dit que tant que les restrictions sanitaires pesaient sur la vie quotidienne des entreprises, le quoi qu'il en coûte serait là. On a toujours dit ça. Ensuite, évidemment, quand la crise ne sera plus la crise qu'on connaît aujourd'hui, on ne va pas continuer infiniment à faire des mécanismes de crise si ce n'est plus la crise. La relance, elle a été calibrée par rapport à un besoin économique qui était celui du moment où il a été présenté. Mon enjeu déjà, c'est que les 100 milliards, ils aillent sur le terrain, ils soient accessibles aux entreprises qui ont des projets, quelle que soit leur taille, accessibles aux élus locaux, quel que soit leur territoire. C'est déjà un énorme travail. Bien. Et vous voyez là aussi, faisons déjà ce qui est prévu. Évidemment, la crise nous apprend à être souples et nous adapter. Mais je peux vous dire aujourd'hui, mon enjeu, c'est de nous assurer qu'il n'y ait pas de territoire oublié. Ça, c'est le rôle de l'État. Vous l'avez dit. Dernière question de Tam, puis dernière question de Brigitte. Oui, on a beaucoup parlé de la fonction publique, on va parler de la haute fonction publique. Où est-ce que vous en êtes de la réforme de l'ENA ? Est-ce qu'elle devait être présentée en juin ? Est-ce que c'est toujours le cas ? Et en quoi cette réforme va-t-elle consister ? Est-ce que ça ne va pas juste être cosmétique, juste le changement de nom, puis on va repartir comme avant ? Alors, d'abord, ce n'est pas la réforme d'une école, c'est la réforme de toute la gouvernance des politiques publiques et donc de l'encadrement supérieur de l'État. C'est 3 choses, cette réforme, avec aucun renoncement, je peux vous dire, sur l'ambition que nous avons avec le Président de la République et le Premier ministre. Et c'est pour le mois de juin ? Oui. C'est au plus tard, de toute façon, promulgué avant le 7 juin. Donc les choses sont clairement parties pour être tenues. Et moi, je suis une femme, une ministre qui tient ses engagements. Donc c'est un engagement qui sera tenu. Il y a 3 choses dans la réforme. Quelle est la nouvelle génération de hauts fonctionnaires qu'on veut faire émerger ? Comment on recrute des jeunes de tous les territoires, de toutes les filières de formation, à l'université ? Comment on casse l'autocensure de beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent et qui
ont l'aspiration que cette haute fonction publique soit aussi un ascenseur social. C'est ce que nous avons annoncé avec ces classes prépa talents qui seront dans toutes les régions de France pour permettre à chacun de pouvoir préparer les concours sans avoir à venir à Paris. Deuxième élément, c'est une formation, un tronc commun qui casse le corporatisme et qui fasse qu'entre un magistrat, un préfet, un commissaire de police, un directeur d'hôpital, la formation mette beaucoup plus de sujets en commun pour qu'on puisse mieux se comprendre et mieux travailler ensemble. Et enfin, c'est une nouvelle gestion des carrières des hauts fonctionnaires avec beaucoup plus d'évaluation. On a commencé avec les préfets. Vous avez vu qu'on a interministérialisé leur feuille de route, leur évaluation, leur rémunération au mérite, parce qu'on a besoin d'avoir un système qui, pour qu'on ait les bonnes personnes au bon endroit, donne aussi une beaucoup plus grande place aux résultats des actions qui sont menées et moins de place à parfois des formes de corporatisme ou de phénomènes de rente. Petite parenthèse, on parle beaucoup, vous savez, d'affaires de harcèlement sexuel dans les grandes écoles à l'ENA, il n'y a rien eu? Alors aujourd'hui, dans tous les ministères, dans toutes les écoles de services publics, on a des systèmes de signalement. Et à l'ENA, il n'y en a pas? Je n'ai pas connaissance à ce stade de signalement, mais je peux vous dire que dans tous les ministères, par la loi, nous avons maintenant des cellules de signalement qui sont hors hiérarchie, pour nous assurer que quiconque peut signaler des faits répréhensibles de harcèlement, de violence sexuelle, de discrimination, d'atteinte à la laïcité, bref, tout ce qui ne permet pas de travailler dans un cadre serein, qui respecte pleinement le statut, l'égalité, la neutralité, la probité, et que ça se fait en dehors de la hiérarchie, parce que sinon, on voit bien que... Mais pas de signalement à l'ENA pour l'instant. Je n'en ai pas connaissance. Dernière question pour parler des discriminations de Brigitte. D'Audrey Pulvar, qui est candidate socialiste au régional en Ile-de-France. Elle a dit que les Blancs pouvaient assister à des réunions de personnes discriminées en raison de leur couleur de peau, mais à condition qu'ils se taisent. Est-ce que vous êtes du côté de ceux que cela choque? Évidemment, l'idée même qu'on puisse séparer le comportement des uns ou des autres selon la couleur de peau est contraire à une République qui est indivisible, qui est unie et qui ne laisse place à aucune forme de racisme. Donc, dans mon pays, tel que je le conçois, nous sommes des hommes et des femmes qui pouvons nous exprimer sur beaucoup de sujets, mais la couleur de peau n'a rien à faire avec ces enjeux. Et pourtant, Christophe Castaner, qui est le président du groupe LaREM à l'Assemblée nationale, estime que ce genre de réunions sont nécessaires. C'est une division, ça, dans la Macronie? Ça vous divise? Non, je ne pense pas que ça nous divise. Je pense qu'on est extrêmement clair sur, d'ailleurs, les principes républicains, sur le fait que le racisme, qu'il soit d'un côté ou de l'autre d'une certaine façon, n'a aucune place, et que nous soyons extrêmement fermes sur ce qui fait l'unité de notre pays, l'unité de notre région. Donc, nous sommes, je crois, sur ces sujets extrêmement unanimes. Merci Brigitte et merci Tam. Merci. Le débat sur la loi climat, il vient de commencer à l'Assemblée nationale. Il a été retransmis tout à l'heure avant qu'on prenne l'antenne sur LCP. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, qui voit une nouvelle façon de faire la loi, parce qu'après la Convention citoyenne, il y a le débat à l'Assemblée, et après, il y aura un référendum. On va l'entendre. Après le temps des citoyens, voici le temps des élus de la nation. Et ce temps du Parlement, j'y suis extrêmement attachée. Parce que c'est celui de la démocratie représentative, des débats au grand jour et des votes qui gravent des espoirs dans le marbre de la loi. C'est ainsi, ensemble, que nous allons répondre à l'appel de la Convention citoyenne. C'est ensemble que nous allons passer de 150 Françaises et Français à 577 aujourd'hui et à 67 millions demain. Amélie Montchalin, la loi climat, ça fait partie de la transformation publique, ça? C'est le dernier grand texte du quinquennat? Je ne pense pas que ce soit le dernier grand texte. C'est une innovation démocratique. Ce sera quoi le dernier alors? Mais je ne sais pas vous dire quel est l'agenda parlementaire. Je veux dire, on est en train de faire des choses. C'est pas le dernier grand texte du quinquennat? Non, la loi 4D qui arrive est un texte important d'organisation de l'État. Donc on ne va pas faire les premiers ou les derniers. Ce qui compte dans cette loi, c'est d'abord l'innovation démocratique. Être capable sur un sujet complexe d'associer les citoyens, de faire venir des gens qui au départ ne sont pas des experts et de réfléchir à des enjeux de la vie quotidienne. Est-ce que ça pourrait se faire ailleurs? Mais bien sûr que ça peut se faire. Par exemple, vous auriez une idée comme ça, à brûle pour point? Je vous dis ça comme ça. Je pense qu'il y a des enjeux, mais alors sous des formats qui peuvent varier. Je pense par exemple, vous savez, par exemple, les enjeux de bioéthique sont typiquement des sujets où on a toujours d'ailleurs travaillé avec des consultations très larges, avec l'idée que ce n'est pas seulement les sachants qui ont un mot à dire, que ça concerne toute la société. Et je peux vous dire aujourd'hui que, vous savez, dans les enquêtes qu'on fait sur la confiance des Français et des Occidentaux dans la démocratie, créer une démocratie délibérative, c'est pas juste de la démocratie participative où on fait des votations tous les matins, mais de la démocratie délibérative, informée, accompagnée, ce sont des choses qui, à mon avis, sont au cœur du XXIe siècle. Bien. Des choses qu'il nous faudra approfondir. Yves Tréhard nous a rejoint. Bonsoir Yves. Bonsoir Francis. Qui est directeur adjoint du Figaro. Amélie de Montchalin. Alors le Conseil scientifique vient de remettre son rapport sur les élections régionales qui
qui devait, on ne sait pas comment on peut dire, mais en principe avoir lieu à la deuxième quinzaine du mois de juin. Et ce conseil scientifique dit, ça serait évidemment mieux qu'il n'ait pas lieu pour pas accélérer la contamination, mais c'est au pouvoir politique de décider. Ça vous convient comme décision ? Alors, pas comme rapport, plutôt. Je n'ai pas lu le rapport parce que, comme vous dites, il a quelques heures, et donc il est important que chacun puisse le lire en détail. Ma conviction sur ce sujet, c'est que d'abord, ça demande, quelle que soit la décision, qu'il y ait une forme de partage avec les autres formations politiques. Ça doit être une décision partagée. D'autant plus partagée qu'on a déjà eu une expérience au moment des municipales, qui a quand même mené à beaucoup d'irresponsabilités entre ceux qui étaient partisans qu'on les tienne absolument et qui ensuite ont été très très vite partisans qu'on les annule absolument. Donc c'est pas le gouvernement qui décidera tout seul. D'abord, on décidera bien évidemment pas tout seul. Le président de la République doit recevoir les autres formations politiques ? Je ne sais pas à moi de faire les formats d'invitation et de décision. Maintenant, d'abord, ça doit être une décision partagée et ça doit être une décision assumée. Vous savez Chacun doit prendre ses responsabilités. On a vécu l'année dernière, au mois de mars, des scènes qui étaient objectivement et politiquement et démocratiquement proche du psychodrame, qui n'étaient pas à l'honneur d'une démocratie comme la nôtre. Bien. Vous êtes d'accord pour dire que tous les pays, les grands pays démocratiques, ça ne les a pas empêchés de voter, les Pays-Bas récemment, les États-Unis, l'Espagne, le Portugal, dans certains Länder. Donc on devrait pouvoir voter. Pourquoi la vie démocratique s'arrêterait ? D'abord, c'est une décision qui doit être partagée. Parce qu'il y a des oppositions, il y a une majorité, il faut que les choses se passent de manière consensuelle entre tous les participants à un scrutin. C'est ça la démocratie, c'est qu'on se reconnaisse dans le processus qu'on lance. Deuxième chose, il y a un certain nombre de pays qui, sur des élections régionales ou locales, ne les ont pas tenues, que les élections nationales en général sont tenues, mais parfois avec des précautions, notamment d'organisation. Il n'y a pas que la date. Qu'est-ce que ça veut dire de faire campagne ? Qu'est-ce que ça veut dire de faire campagne à distance, en numérique ? Qu'est-ce qui est autorisé ? Est-ce qu'on change les règles de certaines capacités, par exemple, à travailler sur les réseaux sociaux pour faire sa campagne ? Donc, il n'y a pas que la date. Il y a aussi dans quelles conditions se tiennent ces élections. Il y a le jeu démocratique. Et dans ce jeu démocratique, est-ce que vous allez vous engager dans ces élections, alors que vous êtes une élue à l'origine de l'Île-de-France ? Est-ce que vous allez faire campagne avec M. Saint-Martin pour cette campagne ? Je l'ai déjà dit, je serai candidate en Essonne, très engagée, parce que je pense que ces élections seront un moment de vérité, pour que nous puissions faire des propositions, ramener le débat politique aussi à des choses concrètes, ce que les Français attendent, et aussi pour ramener dans le débat le fait que le projet de certains, dans certaines régions, dans certains départementales ou régionales, qui est de dire « mon projet, c'est de lutter contre l'État », n'est pas en soi un projet. Alors, les Français ont besoin de projets clairs, et donc dans l'Île-de-France, dans ce territoire qui m'a élu député en 2017, je peux vous dire que nous avons beaucoup d'enjeux, que la région peut beaucoup faire. Alors restons en Île-de-France, précisément. En Île-de-France, il y a un schéma qui est assez simple, avec une présidente sortante qui fait course en tête dans les études d'opinion. Valérie Pécresse, vous avez Madame Valérie Pécresse, vous avez un candidat Rassemblement National qui est qui est derrière, et puis La République En Marche, et puis des formations de gauche. Au deuxième tour, est-ce que vous jouez le front républicain pour faire barrage au Rassemblement National, ou est-ce que vous faites cause commune avec les Républicains de Mme Pécresse ? D'abord, nous avons une ligne toujours claire. Nous ne ferons jamais marchepied à un parti de Marine Le Pen qui ne fait pas des propositions, qui alimente le mensonge. Pour ça, c'est la première réponse à la première partie. Et dans les fake news, l'animation des peurs, et qui propose aux Français non pas des solutions, mais des mensonges. Donc ça, c'est un premier acte. Nous ne serons jamais les marchepieds pour l'accès au pouvoir du Front National, du Rassemblement National au pouvoir. S'il était en mesure de pouvoir gagner la région, vous pourriez faire cause commune avec Valérie Pécresse. Avec toute personne qui a pour action de lutter contre l'accession au pouvoir d'un parti qui n'a pas de solution à proposer, qui a des mensonges. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le Front républicain a encore une signification. Et bien sûr. On combat toute la journée ceux qui alimentent les peurs et proposent des non-solutions aux Français. Donc je ne vais pas vous dire ici que pour des raisons, vous voyez, électoralistes, notre ligne aurait dévié. Est-ce que ces élections régionales sont pour vous une forme de test avant l'élection présidentielle qui aura lieu dans 13 mois maintenant ? C'est un moment où nous devons parler des enjeux de chaque région, des compétences de la région. La région, elle s'occupe de l'information, de l'orientation des jeunes. Elle s'occupe des transports. Elle s'occupe du développement économique. Mais sur tous ces sujets. Vous êtes peu ancré dans le territoire, vous. On a toujours la possibilité de s'ancrer en ayant un projet. Et nous, notre vision de la politique, depuis 2017, certains nous avaient dit au départ qu'on était naïfs. Parce qu'on voulait proposer D'autres ont dit des amateurs, mais ça c'est le président de la République. Des projets
quand, depuis des années, on avait servi aux Français parfois des accords d'appareil très compliqués de partis qui étaient plus désunis qu'unis. Est-ce que c'est un test ? Évidemment, un moment où la majorité présidentielle va d'abord pouvoir montrer comment elle conçoit son action nationale, comment elle conçoit son action régionale, comment les deux peuvent être plus cohérentes, qu'est-ce qu'on veut faire sur la relance, qu'est-ce qu'on veut faire vis-à-vis de la jeunesse. Évidemment, quand on est à 1 an d'une élection, les élections intermédiaires ont un sens. Mais vous savez, le plus grand test pour 2022, c'est quels sont les résultats que nous aurons à montrer aux Français. Est-ce que ça va se jouer 2022 justement sur cette crise sanitaire et la façon dont le pouvoir exécutif a géré cette crise ? Ça se gérera sur notre manière d'avoir pris nos responsabilités, on en a parlé avant. Ça se gérera aussi sur notre bilan. Oui. On dit toujours un bilan ne fait pas réélire. Non, il faut un projet. Si vous n'avez pas de bilan, vous n'êtes pas candidat. Et certains ont payé pour voir au cours des dernières années. Donc d'abord, c'est mon rôle. Avec ce baromètre des résultats, tous les téléspectateurs peuvent aller sur le site du gouvernement. Pour voir les résultats. Pour voir dans leur département, politique prioritaire par politique prioritaire, sur 25 politiques publiques, qui deviendront 36 au début du mois de mai, l'ensemble des résultats. Mon enjeu, c'est que les Français puissent juger par eux-mêmes. Non pas sur des anathèmes, des concepts. Évidemment qu'il y aura des nouvelles propositions à faire. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu plusieurs étapes dans cette crise sanitaire, que certaines étapes aurait peut-être mérité de la part du président de la République quelques excuses ou de dire « je me suis trompé » comme Mme Merkel l'a fait récemment en Allemagne. Vous ne croyez pas qu'il aurait pu faire un mea culpa quand même sur certaines choses ? Tous les jours. Notre gouvernement n'est pas à se demander si on doit s'entêter pour défendre l'indéfendable. Quand il y a une attestation qui ne part pas bien, il n'y a plus d'attestation. On la change, on s'adapte. Quand, sur des décisions de vaccination au départ, on se rend compte que notre organisation ne permet pas d'être assez rapide, on la change, on s'adapte. Quand le président de la République cherche à trouver le bon équilibre sur la manière, par exemple, en ce moment, parce qu'on a plus de doses de vaccins, d'aller plus loin, on s'adapte. On s'adapte en permanence. Madame Merkel a fait la même chose. Mais elle s'est excusée. Elle a fait son mea culpa. Aujourd'hui, quand vous avez un président qui vient dire « j'assume », ça veut dire quoi, j'assume ? C'est plus fort que s'excuser. Ça ne veut pas dire « j'ai raison sur tout ». Ça veut dire vous pouvez me tenir et nous tenir responsables de ce qui fonctionne et de la manière dont nous sommes adaptés quand ça ne fonctionnait pas assez bien. Il y a une femme qui est candidate à cette présidence de la République qui trouve que celui qui incarnerait le mieux son opposition à elle dans le cadre de ce scrutin présidentiel, c'est précisément Emmanuel Macron. C'est Marine Le Pen qui dit ça. Marine Le Pen qui dit ça, évidemment. Est-ce que Emmanuel Macron ne serait pas, d'une certaine façon, le meilleur candidat de la droite pour cette élection présidentielle ? D'abord, je ne réponds plus à ces questions, je vous le dis très solennellement. Madame Le Pen fait ce qu'elle a à faire. Nous, on a une chose à faire, la combattre. Madame Le Pen alimente les mensonges. Non, elle dit Emmanuel Macron est le meilleur candidat de son camp. C'est un bel hommage, non ? C'est plutôt assez agréable comme remarque. Madame Le Pen a ses opinions. Moi, je ne suis pas là pour commenter les opinions de Madame Le Pen, je suis là pour la combattre. Non, mais c'est un bel hommage. Ce qu'elle dit aux Français toute la journée, ce sont des mensonges, ce sont des fake news, ce sont des voix sans issue. Oui, mais qu'Emmanuel Macron soit le meilleur candidat de son camp, ce n'est pas une fake news. Moi, je ne commenterai pas ce que pense Marine Le Pen. D'abord, je vais vous dire qu'on est toujours en 2021, que tous les scénarios, en général, 1 an avant l'élection présidentielle, sont rarement couronnés de succès, et que par ailleurs, en 2021, il me semble qu'avant de parler de 2022, on a beaucoup à faire. Il se pourrait qu'il n'y ait pas un match retour de 2017 en 2022 entre Mme Le Pen et M. Macron. Mais c'est pas à moi de le dire. Moi, je suis membre d'un gouvernement qui prend ses responsabilités, gère une crise, cherche à avoir un bilan. L'enjeu aujourd'hui, est-ce qu'il se joue entre un candidat ou une candidate qui pourrait incarner une espèce de localisme, puisque c'est Mme Le Pen qui emploie ce mot-là, c'est-à-dire une fibre nationale, on va dire, ou nationaliste, et puis en face, quelqu'un qui a un tempérament et qui est beaucoup plus ouvert sur le monde, comme peut le prétendre M. Macron. C'est un peu schématique. Mais c'est ça. Nous avons défendu depuis 3 ans la souveraineté européenne, qui dans cette crise se voit tous les jours. Notre stratégie de dire on va éviter la guerre des doses des vaccins sur les tarmacs d'aéroports comme on a pu le voir sur les masques. Mais ça a retardé aussi beaucoup la vaccination. Notre stratégie qui consiste aujourd'hui à ce que dans un espace qui est l'espace européen, nous n'ayons pas des pays qui soient dans des situations sanitaires très très graves, alors que d'autres pourraient, parce qu'ils sont au plus offrants, être protégés. C'est un choix de civilisation. On n'est pas des Eurobéas, on n'est pas des mondialistes, etc. 2022 sera un choix de civilisation. Je pense que 2022 se jouera d'abord sur la capacité dans une démocratie à montrer qu'on peut être efficace et que donc les engagements pris en 2017 ont été tenus. Je pense que le bilan, c'est un moment essentiel.
2022 se gérera sur notre capacité aussi à donner des perspectives dans un monde qu'il faudra reconstruire. Et je pense que l'enjeu européen, effectivement, sera un enjeu majeur. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le numérique? Qu'est-ce qu'on a à dire sur le mécanisme carbone aux frontières? Qu'est-ce qu'on a à dire sur des enjeux migratoires? Tous ces enjeux-là, ce sont des enjeux aujourd'hui européens. Si vous pensez que vous pouvez les résoudre tout seul, français, isolé, et on voit bien d'ailleurs que le Brexit, il y a beaucoup de commentaires qui sont faits aujourd'hui, économiquement, diplomatiquement, commercialement, sur beaucoup d'enjeux qui vont finir par concerner très rapidement la vie quotidienne des Britanniques. Sauf que sanitairement, ça va plus vite chez eux que chez nous. Oui, je tiens à voir et à savoir quand est-ce que la deuxième dose pourra être donnée aux Britanniques. Parce que chacun fait ses choix qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il n'y a pas que des avantages à ce qui était au Royaume-Uni, loin de là. Merci Yves. Merci. Et ça m'amène directement à la séquence d'après. Bravo. Merci d'avoir terminé là-dessus parce que la façon dont l'Union européenne gère les stocks de vaccins, c'est un échec pour beaucoup. Je rappelle que vous avez été ministre des Affaires européennes au début du quinquennat, avant d'être à ce poste. À cause notamment d'AstraZeneca, qui ne livre pas les doses prévues, dont l'efficacité du vaccin est remise en cause. Hier, Clément Beaune, qui est maintenant secrétaire d'État aux Affaires européennes, a révélé que la France allait récupérer 2 millions de doses sur un stock de 29 millions retrouvés dans une usine de production en Italie. Est-ce que c'est normal? D'abord, ce qui n'est pas normal, c'est que quand des grandes entreprises s'engagent sur un enjeu aussi stratégique que la vaccination, les engagements ne soient pas tenus. Ensuite, ce qui est normal, c'est que nous partagions les doses entre Européens. Mais qu'on en retrouve comme ça dans des usines, on ne sait pas d'où ça vient. Hop, on retrouve 29 millions de doses. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous avons, avec cette entreprise pharmaceutique, un énorme problème de tenue des engagements. Et donc, c'est sur ce terrain-là, de la tenue des engagements, du suivi très méthodique que nous avons à travailler. C'est pour ça d'ailleurs que sur les exportations, nous contrôlons très fortement. Après, je tiens à vous dire que là, dans les tout prochains jours, nous allons, en France, produire, embouteiller des vaccins. Notre capacité de production est en train d'être décuplée. Comme ça, on ne les retrouvera pas dans des stocks en Italie. Et donc, on aura de plus en plus de capacité à produire chez nous et donc aussi à fournir les pays les moins développés en vaccins. C'est un enjeu aussi très important. Il y a beaucoup de gens qui vous donnent des leçons et qui oublient que si nous ne vaccinons pas les soignants en Afrique, si nous ne donnons pas accès aux vaccins aux populations les plus pauvres de la planète, c'est aussi la lutte contre l'épidémie qui, à moyen terme, ne sera pas possible. On va accueillir maintenant les deux parlementaires qui nous ont rejoints pour débattre avec vous. Bonsoir Loïc Hervé et bonsoir Mathilde Panot. Bonsoir. Vous vous présentez l'un après l'autre. Loïc Hervé, vous êtes sénateur UDI de Haute-Savoie et vous êtes par ailleurs président délégué de l'Association des petites villes de France. Je dis ça parce qu'Amélie de Montchalin est allée faire une visite l'autre jour dans une mairie qui fait partie de cette association. Et bonsoir Mathilde Panot, vous êtes députée de la France Insoumise du Val-de-Marne et vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale. On va commencer par ordre alphabétique comme je le fais à chaque fois. Et donc, Loïc Hervé, vous sortez à l'instant de la commission mixte paritaire sur la loi sécurité globale, plus exactement. Et c'est là-dessus que vous vouliez débattre d'abord avec Amélie de Montchalin. D'abord, pour vous donner, Madame la Ministre, une bonne nouvelle, la CMP a été conclusive entre les députés et les sénateurs. Nous avons trouvé un accord sur ce texte. Au terme d'un débat parlementaire long, qui a commencé ici à l'Assemblée nationale avec un débat, un rapport. Avant le débat, un rapport des collègues Fauvergue et Toureau qui ont écrit un rapport, qui ont écrit une proposition de loi et ce texte est venu en débat à l'Assemblée nationale. Et vous savez, l'article 24 a causé de grandes difficultés dans la presse, dans les médias au sens large. Alors je resitue, c'est sur la possibilité de diffuser ou pas des images de forces de l'ordre quand elles sont en action. Absolument. Et donc c'est le bicamérisme à la française qui a permis de résoudre le problème. Et finalement, c'est parce que nous avons eu cette navette parlementaire, une lecture à l'Assemblée, une lecture au Sénat, que nos deux chambres ont servi de caisse de résonance, de caisse aussi d'amortissement pour permettre de trouver une solution. Ma question, et mon interpellation, c'est de dire que en même temps qu'on a cette loi qui est une proposition de loi, qui est d'essence parlementaire, on a eu l'inscription d'un texte qui est un projet de loi, qui est le texte séparatisme, avec un article 24 dans la proposition de loi sécurité globale et un article 18 dans le texte séparatisme, qui sont des articles proches. Et le problème qu'on a et qu'on vit au Parlement, et que vos téléspectateurs doivent savoir, c'est qu'il y a un problème de chronologie, et que l'articulation entre les deux textes est une vraie difficulté. Et moi, ma question, c'est comment, dans cette 5e République, on peut laisser plus de place au travail des parlementaires, à l'initiative parlementaire, et que le gouvernement accepte d'avoir une chronologie qui permette d'éviter que les deux textes se percutent. Alors, je ne suis pas la ministre de l'Intérieur, donc je ne vais pas vous présenter en détail les enjeux de chronologie des points très spécifiques. Vous connaissez le fonctionnement de l'Assemblée. J'ai été députée, donc je vois très bien l'enjeu de donner à notre Parlement en France plus de moyens, notamment d'évaluation déjà des lois, pour qu'il puisse, quand il prend des initiatives parlementaires, avoir plus de moyens pour calibrer aussi son travail.
quand je fais ce travail sur le baromètre des résultats d'action publique, c'est aussi un moyen de donner aux parlementaires beaucoup plus de données sur l'état réel du pays, sur ceux qui progressent ou ceux qui progressent moins, sur ce qui progresse peut-être dans leur territoire mais qui ne progressent pas ailleurs. Moi, je suis très attachée à ce qu'effectivement, dans notre démocratie, le Parlement puisse avoir plus de moyens de travail, notamment sur son suivi de la mise en œuvre des lois. Les 2 textes dont vous parlez, ce sont des textes extrêmement importants sur le continuum de sécurité, sur la police municipale, sur évidemment la défense des principes républicains. Mais nous savons que dans ces matières, il y a évidemment la force du texte et il y a ensuite la bonne mise en œuvre. Comment dans la réalité, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, on sera capable de se demander si les mécanismes sont opérants, s'ils fonctionnent. Dans ce cadre-là, moi je suis très attachée à ce que notamment ce travail d'évaluation soit mieux armé. C'était un de mes combats quand j'étais députée et que d'ailleurs je poursuis d'une certaine manière en vous donnant à vous, parlementaires, beaucoup plus d'éléments pour que vous puissiez aussi juger. Ça vous suffit ? Ça nous suffit. Les bonnes volontés de Madame la Ministre sont bonnes à prendre. Ce que je veux dire par là, c'est que le Sénat et ce soir la CMP ont mis dans le texte tout un tas de garanties qui permettent d'exercer ce contrôle. C'est pas le gouvernement qui, de sa volonté, donne des comptes rendus au Parlement. C'est, selon la Constitution, le gouvernement qui doit le faire. Et dans la loi telle que nous l'avons prévue, dans le texte, il est nécessaire d'avoir ces garanties qui soient apportées. Et le Sénat et la CMP, commission mixte paritaire, par la suite, a aussi conforté ces avancées. Alors, tout à l'heure, tous les deux, vous parlerez de la fonction publique, parce qu'Amélie de Montchalin est là pour ça. Mais vous avez aussi, vous, une question précise, Mathilde Panot, autour de l'eau. Et on parlera de la fonction publique tous les deux ensemble. Oui, alors sur la question de l'eau, parce que vous le savez, Madame la Ministre, l'eau est aujourd'hui en grand danger, de par le changement climatique évidemment, mais aussi de par l'accaparement par des multinationales qui sous-investissent à beaucoup d'endroits, à tel point que dans les fuites, on perd l'équivalent de la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants, ce qui est absolument dramatique, qu'on a des grandes multinationales comme Nestlé ou Danone qui vont pomper directement dans la nappe phréatique pour envoyer des eaux en bouteilles en plastique à 70% à l'export, pendant que les habitants du coin n'ont pas d'eau au robinet lorsque c'est des cas de sécheresse, et avec des moyens qui manquent considérablement au niveau de l'État, qui assure l'impunité des multinationales, puisqu'il y a très peu de contrôle, c'est les minéraliers qui disent eux-mêmes ce qu'ils prennent dans la nappe, et qu'il y a aujourd'hui un agent de l'OFB, donc de l'Office de la biodiversité, pour 10 000 km de rivière, ce qui n'assure absolument pas de contrôle de l'État. Donc nous avons lancé une campagne avec des syndicats, des associations et des partis politiques pour demander à ce que l'eau soit inscrite dans la Constitution. Seriez-vous prête à voter à cette votation et reconnaissez-vous que l'eau est un bien commun et donc qu'elle devrait être sortie des mains du marché ? Première chose, c'est qu'effectivement, l'eau est un enjeu majeur pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour notre environnement. Et donc je pense que c'est un sujet, d'ailleurs, dont il faut que beaucoup de Français se saisissent. On a au point vote, tout le monde peut voter. Sur la gouvernance de l'eau, sur notamment le rôle de la qualité de l'eau. Je tiens à vous dire que je vous donne un exemple. J'accompagne dans mon ministère la transformation numérique de l'État, notamment des outils de plus grand d'aide au contrôle, notamment sur la qualité de l'eau, pour que les agents que vous citez puissent beaucoup plus efficacement repérer les lieux où l'eau serait, par exemple, polluée ou non propre à la consommation, et que nous les aidions avec notamment de l'intelligence artificielle, avec des algorithmes, avec beaucoup de politiques de la donnée, un gros travail d'investissement pour que notamment nous assurions la qualité de l'eau. C'est évidemment un enjeu majeur. Je crois que vous avez des travaux parlementaires d'ailleurs qui vont être lancés de manière transpartisane sur le sujet, et je pense que c'est un bon sujet de débat. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, la ministre de l'Environnement au sein du gouvernement porte notamment, avec bien sûr les élus locaux, un certain nombre de projets. Dans le cas du plan de relance d'ailleurs, je note que c'est l'investissement sur la remise en condition d'un certain nombre de canalisations, parce qu'il y a effectivement beaucoup de fuites, est un enjeu que nous portons au cœur de ce plan de relance. Donc c'est un enjeu, à mon avis, national, stratégique. Évidemment, l'enjeu du changement climatique approfondit encore sa nécessité d'être débattu. Donc en tout cas, je ne sais pas si j'ai pas encore vu votre pétition, donc je ne sais pas vous dire aujourd'hui. C'est une votation citoyenne. Je regarderai en détail. Je vous laisserai le document à Madame la Ministre tout à l'heure. Alors on va parler maintenant des fonctionnaires, parce que c'est le centre de votre portefeuille, le cœur de votre portefeuille. Et là, vous avez 2 parlementaires qui n'ont pas le même avis sur la question. Parce que vous avez Loïc Hervé qui dit « Mais le président de la République avait pris des engagements » et Mathilde Panot qui dit « Oui, mais peut-être les engagements, ce n'était pas forcément ces engagements-là qu'il faut prendre. » Vous avez posé votre question, Loïc Hervé. Amélie de Montchalin va vous répondre, et puis Mathilde Panot rebondira là-dessus et vous pourrez débattre. Alors, Madame la Ministre, avant que vous n'ayez été nommée dans le poste qui est le vôtre actuellement, j'avais eu l'occasion d'être rapporteur au Sénat du texte sur la transformation de la fonction publique. Alors c'est sûr, c'était avant la crise que nous vivons actuellement, et
tout peut être mis en cause par cette crise-là, cela s'entend. Seulement, les ambitions de transformation de la fonction publique sont réelles. Ils doivent perdurer. Nous avons besoin d'une fonction publique agile. Nous avons besoin de renforcer les ponts entre le public et le privé. Nous avons besoin d'avoir des fonctionnaires plus nombreux dans certains domaines, mais beaucoup moins nombreux dans d'autres. Par exemple. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'État doit se résumer aux régaliens et aux missions essentielles. Et que, justice, gendarmerie, police... Notamment, peut-être dans notre pays, avec notre histoire, l'éducation, en grande partie. Mais en tout cas, il y a des secteurs qui doivent être, et qui sont mieux, ça rejoint ce qu'on vient de se dire, qui sont mieux administrés par le privé, ou qui sont mieux administrés, qui sont mieux administrés par des personnes sous statut privé. Et ça, je le dis en tant qu'ancien maire, on voit bien que dans une collectivité comme une mairie, on n'a pas besoin d'avoir toutes les personnes qui travaillent dans la mairie qui soient sous statut de fonctionnaire. Et d'ailleurs, la loi sur la transformation de la fonction publique, portée à l'époque par Olivier Dussopt, avait un objectif d'aller vers cela. Il y avait des objectifs aussi chiffrés de réduction du nombre de fonctionnaires en France. Où en êtes-vous sur... C'était 120 000, suppression de postes, hein. Oui, mais ça a été dans la suite, vous savez, du débat de la présidentielle de 2017. Où en êtes-vous de cette politique qui fait qu'on doit avoir en France le nombre de fonctionnaires qui correspond à une administration qui soit efficace? Amélie de Montchalin. Je viens de passer le tout début de l'émission, et je vous en remercie de parler de ce sujet, sur le fait que nous devions nous adapter. Je pense qu'il serait aujourd'hui, dans les circonstances que nous connaissons, absolument pas adapté d'expliquer que notre priorité serait de réduire de manière comptable le nombre de fonctionnaires. Mon combat, et celui du Premier ministre, c'était de dire deux choses. Stabiliser l'effectif, au sens général, et au sein de cette stabilisation, on réalloue nos moyens là où nous avons des besoins. On recrute des nouveaux professeurs, on recrute des nouveaux policiers, on surtout remet les bonnes personnes au bon endroit, et notamment beaucoup plus sur les territoires. Nous avons pris la décision, dans ce schéma-là, d'avoir 2500 personnes qui sont aujourd'hui dans les administrations centrales, redéployer dans les préfectures, les sous-préfectures sur le territoire, pour recréer de la proximité, pour recréer de l'efficacité, pour prendre des décisions à un niveau d'interlocuteur beaucoup plus d'homme à homme, au fond, de femme à femme, que les décisions soient prises là où les choses se passent, sans avoir à les renvoyer au niveau régional, au niveau national. Ça crée des délais, ça crée de l'incompréhension, ça crée des moins bonnes décisions. Donc mon enjeu aujourd'hui, c'est d'abord de recruter les bonnes personnes, de les mettre au bon endroit. J'ai un deuxième enjeu, c'est de rendre cette fonction publique attractive. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est, à certains points, dramatique. On a divisé par 3 le nombre de jeunes qui se présentent au concours depuis 20 ans. On a des métiers qui, aujourd'hui, n'attirent plus. Mon enjeu, c'est qu'on va offrir 40 000 stages en 2021 aux jeunes Français pour qu'ils voient la réalité des métiers. Oui, mais sauf que Loïc Hervé, il vous dit qu'il n'y a pas besoin de fonctionnaires partout. C'est ça qu'il vous dit. Aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent être... Sous statut, j'entends. Sous statut partout. Moi-même, je suis fonctionnaire territorial. Et ce que j'entends dans votre discours, notamment sur le concept de subsidiarité, de prendre les bonnes décisions au bon niveau, à quel moment les collectivités locales, avec la fonction publique territoriale et les fonctionnaires sous contrat, ou les agents publics sous contrat, ceux qui ne sont pas sous statut de fonctionnaire, peuvent être, à un moment donné, aussi acteurs de cette transformation? D'abord, moi, j'ai un échange très régulier, quasiment permanent, avec les employeurs territoriaux. Avec les employeurs territoriaux, nous avons acté que tous les employeurs publics paieraient dès 2022 puis 2024 la mutuelle santé de leurs agents. On a des enjeux de protection sociale dans notre activité. Nous avons acté avec les employeurs territoriaux que sur l'apprentissage, que sur les stages, nous avions tous à donner à la fonction publique son rôle d'ascenseur social, d'assurer aux jeunes qu'ils puissent terminer leurs études, qu'ils puissent valider leurs années d'études dans des périodes compliquées. Avec les employeurs territoriaux, je travaille sur l'apprentissage, comment on doit rendre l'apprentissage dans la fonction publique pour que ça soit une vraie filière d'insertion professionnelle. Moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est d'abord que quand je recrute, les bonnes personnes avec les bonnes compétences puissent se présenter. Ensuite, que les bonnes personnes soient au bon endroit, donc ça veut dire beaucoup de réallocation de nos moyens, c'est du bon sens. Mais pas forcément tout le monde sous statut public. Et ensuite, sur cette question de statut, évidemment, il n'y a pas de concours pour être spécialiste du numérique public. Heureusement que nous pouvons recruter des personnes avec des contrats pour venir nous aider sur les enjeux numériques. Il n'y a pas de concours sur un certain nombre d'enjeux environnementaux, parce qu'on a aujourd'hui dans les collectivités des nouveaux projets de développement qui ne correspondent pas, vous voyez, à un concours externe. Heureusement qu'on peut. Donc moi, mon enjeu, c'est de recruter les bonnes personnes. Mais pas forcément sous statut fonction publique. Et il ne faut pas là-dessus avoir de totem. Je défends le statut. Je pense que c'est une vraie protection sur la laïcité, sur les principes républicains, sur la liberté aussi qu'on donne aux uns et aux autres. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous demandent d'ailleurs d'avoir d'autres formes de contrats
Et si ça nous rend attractifs, il faut qu'on... Alors là, il va y avoir débat, parce que Mathilde Panot, qui vous écoute, n'est pas, je pense, sur cette longueur d'onde. Ah, pas du tout d'accord. Non, mais en fait, c'est incroyable. Ni avec la ministre, ni avec Loïc Hervé. J'ai l'impression que la crise du Covid n'est pas passée par là. Parce que quand même, c'est tout ce type de discours qui nous a rendus complètement impuissants pour faire face à la pandémie. La gestion gouvernementale de la crise n'a été qu'une gestion de la pénurie. De lits, de tests, de masques, maintenant de vaccins, et surtout de soignants. Et alors, on peut parler des 100 000 lits qui ont été fermés en 20 ans. On peut discuter de tout ça. Mais à un moment, quand est-ce qu'on va tirer les bilans de ça et qu'on va dire, on va arrêter de dire qu'on peut faire moins avec mieux. Madame la ministre, vous venez de dire qu'il ne serait pas responsable de dire maintenant qu'on baisserait le nombre de fonctionnaires. Alors, ce n'est pas responsable de le dire, malheureusement, vous le faites. J'ai notamment, alors j'ai un certain nombre d'exemples, je vais prendre 3 exemples rapidement. Le premier, j'aimerais que vous réagissiez à ce qui a été dit dans Cache Investigation de décembre 2020, qui révélait une pratique absolument illégale, c'est que pour compenser les baisses d'effectifs chez les fonctionnaires, eh bien, on embauchait des jeunes en service civique à 580 € par mois, et on donnait un exemple, par exemple, à Pôle emploi, un jeune qui faisait conseiller Pôle emploi. Réponse sur ce premier point, on va prendre Je donne juste les 2 autres exemples, parce que très rapidement, parce qu'ils sont liés. Un décret du 21 mars qui baisse le nombre de places de magistrats qu'on va pouvoir recruter dans notre pays, alors que vous le savez, vous avez été ministre des Affaires européenne, on a déjà 2 fois moins de juges et 2 fois moins de greffiers dans notre pays, et que donc la France en manque. Donc on poursuit la clochardisation de la justice puisqu'on baisse le nombre de magistrats à recruter. Ou encore le service public forestier. Et là, je vais vous dire, maintenant, dans le service public forestier, l'ONF, eh bien, nous n'aurons plus d'embauche de fonctionnaires, mais des contractuels, avec 40% des effectifs qui ont été baissés et 500 postes qui vont être supprimés d'ici à 2026. Donc moi, j'avais une question, c'était, est-ce qu'on ne pourrait pas appeler votre ministère directement ministère de la liquidation de la fonction publique et de l'État, parce que lorsqu'on liquide l'expertise humaine de l'État, eh bien on laisse là encore toute la place au lobby pour décider à notre place. Déjà, sur le service civique, j'ai pris une décision très forte, que les pratiques qui ont été révélées soient sanctionnées. Nous avons maintenant une charte. Toutes les personnes qui ne respectent pas cette charte de ce qu'est le service civique, d'abord un engagement du jeune, c'est pas... un palliatif. Pas remplacer un poste, quoi. Avec Sarah El Haïry, avec l'agence. Utilisé pour compenser des baisses d'effectifs. Non, c'est pas le rôle des services civiques. Je peux vous dire qu'il a été très clairement écrit, signé. Nous avons pris un engagement très clair, qui est connu désormais, que les pratiques en question soient absolument, 1, prohibées, 2, sanctionnées. Mais sanctionnées comment ? Sanctionnées parce que ça veut dire que les ministères... comment Ça veut dire que les ministères perdent leur agrément. Ça veut dire que le service n'existe plus. Ça veut dire que les jeunes sont sortis de positions qui ne correspondent pas à leur engagement. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'effectivement, c'était intolérable de considérer que dans certains services publics, eh bien, au lieu de valoriser l'engagement d'un jeune, sa formation, son rôle justement civique et citoyen, les missions qui étaient proposées, l'accompagnement ne correspondait pas à ce que doit être le service civique. Première chose. Deuxième chose, sur les recrutements. Nous recrutons aujourd'hui, je peux vous dire, il y a 7500 postes d'infirmières d'aides-soignants ouverts dans la fonction publique hospitalière. C'est bien ça, Loïc Hervé. Nous avons mis 8 milliards d'euros sur la table pour revaloriser les salaires. Oui, il y a aussi les 100 millions d'euros d'en moins pour les hôpitaux publics en 2021, c'est le PLFSS, mais bon, allez-y, je vous en prie. Les 19 milliards d'investissements que nous avons annoncés dans le plan de relance pour l'hôpital, les 9 milliards que nous avons mis sur la table sur le Ségur, la revalorisation des grilles que je porte pour notamment, bien sûr, la fonction publique hospitalière, mais aussi la fonction publique territoriale et de l'État, pour ce qui concerne les infirmières et les aides-soignants. Nous recrutons. Et je vous avoue, on va recruter 100 000 jeunes de moins de 25 ans dans les 3 fonctions publiques cette année. Parce que le renouvellement des générations fait que nous recrutons. Donc moi, je n'ai aucune difficulté à vous dire que sur l'Office national des forêts, parce que Loïc Hervé était d'accord avec Mathilde Panot sur ce point. Oui, je suis d'accord, parce qu'on a progressivement fait un choix de voir disparaître un certain nombre d'organismes qui sont des organismes verticaux, héritage pour la plupart d'entre eux de la Troisième République. Et là, on a, au moment où on va avoir le plan de relance, la chance d'avoir encore l'ossature de l'ONF. Alors là, vous êtes le gouvernement face à un choix drastique. Soit vous êtes d'accord tous les deux là-dessus. Ce qui serait une erreur et une hérésie. Soit il conforte le modèle de l'ONF, quitte à trouver d'ailleurs des partenariats importants. Il se trouve que je préside les communes forestières dans mon département. Je connais très bien cette question-là. Et le partenariat entre les collectivités locales et l'ONF, je pense qu'il y a un nouveau modèle à réinventer, mais que cet office, je rejoins ce qui a été dit, ce avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les agents, y compris les ouvriers forestiers, sous statut fonctionnel. Alors, Mathilde Panot, c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Alors, attendez, Mathilde Panot, parce que c'est sa question. Mais quand même, il faut que cette maison, qui est la fierté de la France, soit Mathilde Panot. Non, mais pour une fois, je suis d'accord, mais moi, je l'étendrai à tous les services publics. Là, c'est probablement notre désaccord. Mais quand même, 4 agents sur 10 qui ont disparu en 30 ans. Là, on demande de nouveau la suppression de 500 postes. Je vous dirais juste, Madame la Ministre, quand même, qu'on a gagné un vote à l'Assemblée
qui demandait le moratoire, le gel des suppressions de postes. C'était juste à l'ONF. À l'ONF. Eh bien, le gouvernement est repassé en deuxième lecture et nous a refait faire un deuxième vote. Et donc, nous avons perdu ce gel. Réponse d'Amélie Montchalin. D'abord, je tiens à dire, Loïc Hervé disait qu'il faut que la fonction publique ne s'occupe que des sujets régaliens. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Il y a beaucoup de politiques publiques, notamment dans le domaine environnemental, qui demandent une politique pilotée, stratégique. C'est un débat qui a eu lieu effectivement au Parlement. C'est le ministre Julien Denormandie qui, je crois, continue le travail d'ailleurs sur notamment la gestion de la forêt. Il y a énormément d'autres enjeux. Pourquoi vous continuez de supprimer des postes en fait? C'est ça la question qu'on pose. Aujourd'hui, cette discussion, elle est le fruit d'un projet de réorganisation de la manière dont on travaille avec les collectivités, la manière dont on partage les tâches. Évidemment, aujourd'hui, je vois bien qu'il y a un certain nombre de contestations, qu'il y a un certain nombre d'équilibres. Les collectivités d'ailleurs. Probablement d'équilibres qu'il va falloir remettre sur le métier. C'est-à-dire que pour l'instant, rien n'est acté. C'est encore jouable. On a une loi qui est actée. Il y a effectivement des négociations qui... Mais sur le nombre de postes, ça pourrait se jouer. Non. Chaque année... Pas pour cette année, non. Pas pour cette année. Chaque année, vous avez un projet de loi de finances qui définit un schéma d'emploi, qui définit un nombre d'emplois. Vous savez, on est en démocratie. Quand il y a des contestations, les choses sont discutées, les choses ensuite sont assumées. Donc là, je ne vais pas vous faire la stratégie de l'ONF, ce n'est pas dans mon périmètre. Mais je tiens à dire qu'en pratique, ma vision des choses, c'est d'abord de dire il faut qu'on soit clair sur quels sont les objectifs de politique publique qu'on poursuit. Mon objectif ensuite de positionnement des fonctionnaires, c'est que ce soit le plus possible des agents opérationnels de terrain que nous renforcions et que nous arrêtions d'avoir des ministères centraux. Bien. Mais sur l'ONF, pourquoi on supprime des postes à l'ONF? Parce qu'il y avait un projet de réorganisation qui pourrait vous être présenté par le ministre. Aujourd'hui, la politique de la forêt, d'ailleurs, fait partie également du plan de relance. Vous savez qu'on a un plan très ambitieux 200 millions. d'investissement dans la forêt. Donc, on accompagnera ça. Je demanderai au ministre de l'Agriculture qui s'en occupe et la ministre de l'Environnement, évidemment, de pouvoir revenir vers vous avec les détails et la discussion qui doit s'imposer. On est en démocratie. Bon, la discussion va continuer. Discussion, c'est normal. Mais pas pour cette année, vous avez dit Mathilde Panot. Ça, c'est 500, c'est sûr, cette année. Les 95 postes sont actés de supprimer. 95 sur 500, c'est ça. Et 95 et 500 jusqu'à 2026. D'accord, donc mais ça va faire, en fait, vous avez à la entendu fin, la ministre, ça pourrait éventuellement. Parce que juste dans la loi ASAP, on a aussi voté qu'il n'y avait plus de fonctionnaires mais des contractuels, ce qui moi me pose un gros sujet lorsque l'on parle de long terme avec notamment la question de la forêt et de gens sous pression financière forte. On va rejoindre Vincent Roux au Figaro Live. Bonsoir Vincent, qu'est-ce que les internautes, vos lecteurs et nos téléspectateurs ont fait circuler sur le Figaro Live? Bonsoir Francis, bonsoir Amélie de Montchalin. Alors ce qui passionne les internautes du Figaro, c'est l'affaire autour de l'Evergreen, ce cargo qui a bloqué le canal de Suez. Et parmi les commentaires, beaucoup s'interrogent sur la mondialisation à outrance. Est-ce que cette affaire ne pose pas la question face aux pénuries qui menacent dans ces cas-là de relocaliser les productions? Est-ce que ça ne souligne pas les risques de la mondialisation? La mondialisation sauvage. Déjà, je crois que le canal de Suez, il est là depuis longtemps. 56. Depuis donc... 1956. Voilà, mais je tiens à dire, le canal de Lesseps a fait ça quand même il y a un... Ah oui, avant, oui, d'accord. Mais la première chose, c'est que évidemment, il y a un enjeu, on voit bien, de commerce et un enjeu international. Dans le plan de relance, nous avons une vision d'une France qui produit, une France productive. Nous investissons pour que dans notre pays, un certain nombre de filières stratégiques, pharmaceutiques, agricoles, sur un certain nombre de composants, produisent en France et en Europe. Donc évidemment, qu'on le voit bien dans ces périodes, on l'avait vu à un certain nombre d'autres moments où il y a eu des ruptures de chaînes de valeur, nous devons produire en France. Vous savez, on avait, juste avant la crise du Covid, recréé 20 000 emplois industriels. Recréer 20 000 emplois industriels en France, c'est bien parce que nous pensons que nous avons besoin de produire plus en France de composants pour éviter qu'il y ait du reste. Vincent, 10 secondes. Ça vous non, je remercie la ministre de m'avoir rappelé que le canal de Suez existait depuis le 19e siècle. Oui, en effet, parce que je m'étais trompé moi, entre la nationalisation et la création. Merci. Merci en tout cas, Loïc Hervé. Merci Mathilde Panot d'être venue débattre avec Amélie de Montchalin sur les sujets qui concernent la fonction publique, mais aussi évidemment notre vie quotidienne, parce que la fonction publique, ça fait partie de notre vie quotidienne. Et merci à Amélie de Montchalin d'avoir accepté de participer à Audition publique. Audition publique qui revient dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, ce sera un week-end un peu férié, à 19h30, en direct, évidemment. Bonne soirée, merci.